La vraie erreur que j'ai faite avec toi, un préservatif. Je m'en doutais, je la voyais venir celle-là. Ça. Le Zorro? Non. Le cosmonaute? Non, ça. Le monsieur? Oui. Vous accepteriez une chose pareille, vous? C'est pas moi qui veux, c'est vous. Je veux qu'on fasse un paquet. Retournez immédiatement à table ou on l'ouvrira demain. Oh, ça va pas, non! Comment? Je veux qu'on me fasse un paquet. Excusez-moi, mais j'aimerais bien sortir de là, moi. Comment vous appelez-vous? Perrin. François Perrin. Mais on ne peut pas te le donner, mon chéri. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un monsieur. On ne peut pas te donner un monsieur. Pourquoi? Bienvenue dans ce nouveau Ciné Family, le podcast plus épais que l'eau. Je suis votre hôte Jean Weber, dit Burt Podcaster dans Tant qu'il y aura des pods. Famille, je vous hais. Écrivait André Gide, qui n'avait visiblement jamais rencontré mon invité d'honneur, mon padré, le dab, le daron, mon vieux. Merci à toi, Francis Paul Weber, petit homme, fils des âges farouches, de nous faire le cadeau de venir aujourd'hui nous parler du jouet, écrit et réalisé par toi en 1976. Alors, sans plus tarder, je veux ça. Je veux ça. Mais on ne peut pas te donner ce podcast, mon chéri. Tu m'arrêtes quand tu veux, hein? Là, tout de suite. Là. Monsieur de Blénac, s'il vous plaît. Vous avez rendez-vous? C'est monsieur? Perrin. François Perrin. Bonjour papa, ravi de te retrouver. Maintenant je me tais, je te passe les commandes comme d'habitude. Je vais me servir une pina colada et tu vas nous raconter le jouet avec tes mots, ta première expérience, ta première aventure en tant que réalisateur. Mais ça remonte loin parce que c'était pendant l'armée, c'est-à-dire que j'avais 20 ans, tu vois, que j'ai écrit une nouvelle qui s'appelait Le Jouet et qui était l'histoire d'un enfant milliardaire qui a acheté un journaliste. Et puis j'ai pensé pendant des années que j'en ferais peut-être un jour ou un roman ou un scénario. Ça s'est passé 20 ans plus tard, à peu près, oui, où j'ai écrit le scénario très difficilement d'ailleurs. Pourquoi, me diras-tu? Oui, Parce que c'est... tu es télépathe. Attends, non, je me fais pas rire. Pardon. C'est quasiment impossible à écrire. Mais je me rappelle, j'avais un dîner un jour chez un journaliste de cinéma qui s'appelait François Chalet, qui faisait le festival de Cannes régulièrement, et il invitait des gens célèbres, des acteurs, des metteurs en scène, et je me suis trouvé assis à côté de Terence Young, Pas dégueulasse, hein? qui est un des réalisateurs d'un des James Bond, mais pas le plus mauvais, je crois. Oui, je crois qu'il a fait Bon baiser de Russie, entre autres, qui a été formidable. Il a fait Ouais. certains des premiers avec Guy Hamilton. C'est ça, et il me dit « Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?» Je lui raconte le concept du jouet. Et arrivé au moment où le petit garçon dit « Je veux ça » en montrant le pauvre journaliste, il me dit « Stop, Je veux ça. c'est pas la peine de continuer. » Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Parce que vous avez atteint le sommet de l'histoire au bout de 14 minutes, vous pouvez pas continuer. Vous allez commencer à descendre. » Je rentre chez moi complètement accablé, tu vois. Ouais. J'ai continué quand même à l'écrire. Je me rappelle une chose d'ailleurs que j'ai jamais racontée, je crois, c'est que j'en ai écrit une partie dans un hôtel qui s'appelait le Sahara Palace, à Nefta. Et c'était un hôtel particulier parce que pour y arriver, il fallait faire 600 km en taxi. Et alors? Il y a personne qui m'ouvre la porte à moi? Qu'est-ce que c'est cet hôtel? C'était une aventure. C'est seulement quelques années plus tard qu'ils ont construit un aéroport pas loin, à Tozeur. Mais sinon, il fallait se farcir cet énorme voyage. Mais j'adorais cet hôtel parce qu'il y avait 3 clients et 120 domestiques. Ça devait être une reconversion de capitaux, comme on dit. Ouais, C'est des gens riches qui avaient pris ce truc-là pour perdre de l'argent, en quelque sorte. d'accord. Alors, je les aidais pas parce que j'apportais mon argent, pas beaucoup. Je me suis installé là-bas. Il y avait 3 personnes. Il y avait Régnier de Monaco et Grace Kelly, une vieille milliardaire qui s'appelait Annecy Dupré, et moi. Et moi, j'avais la suite à côté de Grace Kelly et Régnier de Monaco. C'est fenêtre sur cour. Et on prenait notre petit déjeuner quasiment ensemble parce que les 2 terrasses étaient séparées par une... Tu étais le jeune scénariste de Sunset Boulevard avec cette vieille actrice, non? Si
You want this job, or don't you? Ah oui, absolument. J'ai failli mourir dans la piscine, d'ailleurs. Tu avais la cloison entre les deux en plastique et j'entendais leur dialogue. Je n'ai jamais entendu un dialogue aussi pauvre. Ouais, méfiez-vous de l'humidité. Ah, il y a humidité et humidité. J'aime bien parler avec ce garçon. On dit toujours des choses intéressantes. Pardon, Albert. Elle disait « Oh, it will be hot today. » Et il répondait « J'y parlais par borborigme uniquement. » C'était ça pendant 10 minutes. Alors j'écoutais en me disant « Il n'y a pas de quoi téléphoner à Voici, Voilà, Closer et tous ces trucs-là, tu vois. » Et puis je vais pas repasser au jouet parce que sinon si je te raconte le Sahara Palace... Ça... Ah bah, j'aimais bien, moi, c'est un film en soi-même. On sait que les idées se posent sur son épaule pour un auteur, mais comment t'es venue l'idée du jouet? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur de cet enfant très riche qui tout d'un coup veut acheter cet homme? Absolument, c'était pendant mon service militaire. On m'a demandé de faire un reportage dans un magasin de jouets, un grand magasin de jouets. Je me suis installé dans la vitrine pour placer les jouets et mon photographe était dans la rue pour prendre la photo. Ton Charles Gérard? Mon Charles Gérard. Et je sais pas si les gens, ça évoque grand-chose pour eux, Charles Gérard, maintenant. Bah on va parler de lui un peu plus, donc ça évoquera plus pour eux dans le courant de l'émission. My cliente. My client. My cliente. Client. C'était pas croyable. Enfin, toujours est-il donc que je suis dans ce truc-là en train d'arranger une petite voiture. Et d'un coup, il y a un enfant qui arrive dans la rue comme ça et qui regarde les jouets. Et surtout, son regard se porte sur moi avec une convoitise terrorisante. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si cet enfant était très, très, très riche et qu'il soit le fils d'un patron de presse dans le journal duquel je travaille et que l'enfant dise « je veux ça ». Et puis je suis parti avec cette idée. J'ai écrit une nouvelle et je l'ai envoyée au journal Lui, qui à l'époque publiait Des femmes à poil et ma nouvelle. C'était pas ce qui intéressait le plus les lecteurs, je suis sûr. Faut leur montrer en supplément des scènes qui feraient dégueuler les singes du jardin des plantes. Toujours dire que Lanzmann, qui était le patron de ce journal, il s'appelait Jacques Lanzmann et c'était un écrivain aussi. Ouais. C'est lui qui avait fait les airs pour Dutronc, tu sais. Ouais. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. J'aurais voulu être une hôtesse de l'air, etc. Il lit ma nouvelle et à ma grande surprise, il l'accepte. Il me fait venir dans son bureau. Il me regarde et il me dit avec compassion, comme ça, « Quel dommage que vous ne soyez pas Jean-Paul Sartre. » J'ai dit « Je suis d'accord avec vous. » Qu'elle n'est pas refusée. Et il me dit « Parce que vous êtes inconnus et nous, en principe, on publie des gens connus, vous voyez. Ça fait vendre nos pin-up, etc. Ouais. Enfin, on va publier la vôtre quand même, avec compassion, comme ça. Mm. Et c'est comme ça que le jouet est paru pour la première fois, tu vois. Tu as écrit pour Penthouse et Hustler aussi, non? Non, j'ai posé nu. Pour Playgirl. Pour Playgirl. Non, je ne peux pas tout faire. Je me présente. Enchanté. Merci. Merci. Moi, je voudrais parler un peu de ta première rencontre avec Pierre Richard. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais la première fois que tu l'as rencontré. Je me souviens très très bien. J'écrivais avec un compagnon de galère qui s'appelait Richard Caron. On nous avait commandé une série qui s'appelait L'Agence Intérim. Surveillez bien votre collier et vos boucles d'oreilles. Inutile de dire que c'était tellement nul qu'on a retiré nos noms. C'était avec Yves Régnier et Édouard Nix, c'est ça? Non, ça c'est les Globetrotters. Ah oui, je confonds. Alors c'était qui dans l'agence intérim? Il y avait des gens connus? Il y avait des très bons acteurs. Il y avait Pierre Vernier. Oui. Monsieur Wolfoni, aux gazeuses et gélatines? Oui. Josse Beaumont, espionnage et châtaigne. Et Secaldi. Ah oui, tu parles. Malheureusement, c'était filmé par un type et les deux acteurs disaient c'est Pathé Baby. C'est-à-dire qu'il posait sa caméra, il allait boire un pastis, tu vois. Et c'était vraiment misérable. C'est drôle, c'est qu'elle dit à une scène dans le jouet, il est extraordinaire. Ah ben oui, c'est un grand acteur, attention. Très grand acteur. C'est pas possible. Ben là, je me souviens, c'était pathétique parce qu'on s'est appelé finalement Berger et l'ami. C'est-à-dire l'ami Berger, tu sais, c'était une publicité pour un pastis. Et on avait pris comme pseudonyme Berger et l'ami, tu vois. Caron et toi? Caron et moi. Donc, non mais ta rencontre avec Pierre Richard. Donc, Pierre Richard, ça se passait dans un épisode. Ah, il a joué dans un des épisodes? Oui, il devait danser, parce que le sujet de l'épisode, c'est que il y avait une caméra intérieure qui permettait, si tu veux, à un veilleur de nuit de surveiller la banque. Ouais. Décider, parce que le mec
passait de temps en temps sur un spectacle télévisé parce qu'il s'ennuie à regarder cette banque vide. Il décidait, quand il regardait la banque, de faire un spectacle, les gangsters, tu vois. Et là, il y avait un des gangsters qui était le jeune Pierre Richard. Est-ce qu'il avait un bas sur le visage, comme dans Les Fugitifs, non? Non, il n'y a pas de bas sur le visage, il avait des bas tout court parce qu'il était au bois toutes les nuits. Non, pardon, non, c'est pas vrai. Donc, il descendait l'escalier de la banque en dansant. Ah ouais. Et il le faisait très bien. Un truc que faisait Jerry Lewis. Oui, et il le faisait presque aussi bien, hein, ou même aussi bien. Parce qu'il avait une corporelle, comme on dit, magnifique. Bien sûr, mais on va parler de tout ça. Et je l'ai vu pour la première fois ce jour-là, et je lui ai dit, tu sais, t'es formidable. J'espère qu'un jour, on fera un film ensemble. Waouh, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Et le premier film qu'on ait fait ensemble, que j'ai réalisé, parce que j'avais écrit Le Grand Blond avec une chaussure noire. Le Grand Blond avec une chaussure noire. Et c'est malheureusement sa suite. On ne vous demande pas de juger. Et c'était Pierre qui jouait dedans. Et aussi, on aura tout vu. À genoux, salope! Tu vas pas t'en tirer comme ça. Voilà. Sois pas trop cruel avec un vieil homme. À genoux, escalope. Oh, salope, tu dis pas, qu'est-ce que tu dis pas, escalope? Ça va? Escalope. Bon, alors vas-y maintenant. À genoux, escalope! Non! Tu as cité tout le film comme ça? Non, mais ça, c'est quand même un classique de toi, quand même, ça. Parlons un peu, si tu veux bien, de Pierre Richard, Maurice, Charles, Léopold Defesse. Oui, enfin, ça se prononce Defaïs. Ah, Defesse, pardon, parce qu'il aurait dû garder son vrai nom, c'est plus drôle que Pierre Richard. Oui, si tu l'appelles Defesse, oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce Gugus? Regardez devant vous, mon vieux. Oh là 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 là. En fait, il s'appelle Defaïs, il a enlevé la particule. D'accord. Et il s'est appelé Pierre Richard. Tu sais pourquoi il s'appelle Pierre Richard? Parce que c'est son deuxième prénom. Ah bon, parce qu'il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire. Oui, aussi parce que l'acteur préféré de sa mère était Pierre Richard Wilm. Ah ouais, j'ai entendu parler, bien sûr. Ouais. J'ai pas vu. Et lui, il est né en 1934 à Valenciennes, dans une grande famille bourgeoise de Valenciennes. Oui. Il a écrit deux fois ses mémoires, tu as vu? Tu les as lus, les deux? J'ai lu le premier tome, oui. Ouais, qui s'appelle Le petit blond dans un grand parc. Ouais. Où il parle de son mal de père. C'est drôle parce que c'est quelque chose qui va revenir souvent dans tes films, la recherche du père. Ouais. Et lui, il a apparemment un père qui s'est barré et qui a dilapidé la fortune familiale. Oui, il y a le mal de père, c'est un peu dangereux parce que moi j'ai fait, comme tu sais, un peu de médecine. Et ça s'appelle une orchite, c'est quand tu as mal aux testicules, le mal de père. T'es très en forme aujourd'hui, je suis content. Non, ça tu ne peux pas, j'espère. Non, non. Qui c'est qui est très gentil? Très gentil. Qui c'est qui est très méchant? Très méchant. Deuxième autobiographie s'appelle Je ne sais rien, mais je dirai tout, d'après le film qu'il avait fait avant. Oui. J'adore ta biographie à toi et que ça reste entre nous. Est-ce que tu vas en écrire une autre? La mienne, de biographie? Oui, une deuxième, ne serait-ce que pour parler de ce podcast. Je crois pas, je vais te dire pourquoi. Parce que ce que je n'ai pas dit dans ma biographie est indicible. Tu peux pas le dire. Ouais. Parce que quand tu vis pendant des mois avec des acteurs, ouais. J'étais 3 mois au Mexique avec Depardieu et Pierre, j'ai été en Amazonie avec Reynaud et Bruel, tu les vois vivre. Ouais. Tu sais leurs défauts, tu sais leurs qualités, mais tu sais leurs défauts aussi. Et si tu parles de leurs défauts, tu entres dans leur vie privée fatalement. Ouais. Et ça, tu peux pas le raconter. Dommage. Cherchez la folie, la grande folie, là nous bas, ridicule et insensé. L'acteur préféré de Pierre Richard, c'est Rému, parce qu'il lui rappelle son grand-père. Et ce qui est drôle, c'est que son grand-père avait dit à sa mère que de tous les petits-enfants, c'est lui qui réussirait. Et elle lui avait rapporté ça. Et ça lui avait donné confiance en lui. Mais le grand-père était un voyant, et en plus, Rému, c'était pas un mauvais choix. Hein. Ouais, et il va voir un jour Daniquet au cinéma dans Un fou s'en va en guerre, et tout d'un coup, il comprend sa vocation, il lui ressemble un peu physiquement, il ressemble aussi un peu à Harpo. Marrant, tu me rappelles quelqu'un, je sais pas qui. Oui. C'est dommage, il essaye de l'imiter dans la carapate, et c'est pas très réussi. Ah, tu sais, c'est parce qu'il n'était pas tenu par son metteur en scène, parce qu'il n'a pas à faire... Dans une situation donnée, tout à coup, des grimaces à la Harpo, c'est idiot. Certes, c'est vrai. Beaucoup de théâtre, Charles Dulin, et comme il a peur de ne pas réussir, il fait des études de kiné en
en parallèle, ce qui est pratique parce que comme il passe son temps à se casser la gueule à l'écran. Oui, il se soigne ensuite. Et maintenant, revenons à vous. Rému, c'est un de mes idoles. Je me rappelle dans Faisant un rêve, le film de Guitry, il y avait Guitry qui arrivait à dorer la pilule à Rému, qui était le mari de la femme avec qui Guitry l'avait trompé peu de temps avant. Et il arrivait à le convaincre à rentrer chez lui dans le midi. Et tu avais Rému qui disait à Guitry, « À quelle heure est le train ?» Je me rappelle. À quelle heure le train ? À quelle heure est le train ? Comment ? Et tout à coup, on voyait dans l'œil de Rému que c'était pas prévu, que Guitry était en train de tourner en bourrique, et ça amusait Rému. Ah ça, excusez-moi, j'ai jamais pu comprendre le patois. Guitry dit, excusez-moi, mais je ne parle qu'un patois. Je ne parle pas patois. Non, ça vous a jamais. Je ne parle pas le patois. Et l'autre, tu vois qu'il rit. C'est magnifique. Non, je vous ai dit à quelle heure le train, le chemin de fer. Ah, bah, j'adore quand les acteurs se font rire l'un à l'autre, comme ça, c'est magique. C'est pas souhaité, mais c'est toujours spectaculaire. Il y a très peu d'acteurs français qui pratiquent le slapstick, ce côté physique de la comédie de Pierre Richard, c'est très américain. Que le petit cœur ne bouge pas, je vais chercher l'aspirine. C'est comme le burlesque ou la parodie aussi, ce sont des genres très américains et tu as eu la chance finalement de tomber sur lui parce que c'est vrai qu'il est parfait pour tes films et pour le jouer parce que j'ai réfléchi. Quels sont les autres acteurs qui pourraient le faire ? C'est très difficile. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que Pierre, je l'ai toujours privé de slapstick. Ouais. Parce que je voulais qu'il joue la comédie sérieusement, tu vois. Parce que jouer la comédie... Ce qu'on voit très nettement dans le film, certes. Mais ce que je veux dire, c'est quand il tombe dans l'escalier... J'ai prévenu votre fils que je ne savais pas monter. Il le fait très très bien. Tu as coupé trop vite d'ailleurs. Trop tôt. Bah oui, parce qu'il s'était cassé une jambe. Non, ça, c'est pas vrai. On a coupé la jambe, en fait. Il ne sait pas descendre non plus. Il a dit d'ailleurs que c'était pour lui très difficile parce que c'était très différent de ce qu'il faisait avant dans le distrait ou dans les films comme ça. Parce que, comme je disais, jouer comique, c'est un pléonasme dans une comédie. Ouais. Or, il courait comique en levant les genoux très haut. Il bafouillait. Mais qu'est-ce que c'est ? C'était ce genre d'acteur. On ne sait pas si c'est parce qu'ils connaissent mal le rôle ou si c'est parce qu'ils se croient comiques, tu vois. Mais il disait, par exemple... Alors là, je vous suis pas du tout. Hein, je vous suis pas du tout. Hein. Moi, je déteste ça. Je trouve que quand tu as écrit une réplique, qu'on la dise clairement, tu vois. Il est malade ou quoi ? Tu l'as dirigé énormément pour changer. Il est très bien d'ailleurs dans le film. Il est quand même. Il est très bien à partir du moment où il a compris. J'ai vu des bouts du remake de Toy en pièces détachées sur YouTube de Richard Donner en 82 qui s'appelle Le Joujou en français. Tu savais ça ? Et c'est insupportable parce que tout le monde bouffonne justement, tout le monde joue comique, personne ne fait confiance au scénario et tout le monde fait n'importe quoi. Alors je peux te dire une chose, c'est que là moi j'ai bien étudié le problème parce que c'était une fille qui s'appelait Carole Sobieski qui a écrit l'adaptation du remake et qui était une dramaturge. Et comme m'avait dit un jour Pierre Mondy, qui a fait la mise en scène de pas mal de mes pièces de théâtre, il m'avait dit il faut confier la comédie à des gens de comédie. Et elle a fait un truc où tout à coup, il y a des bizarreries. Par exemple, le rôle de Pierre Richard était tenu par Richard Pryor. Pierre Richard Pryor, bien sûr. Qui était donc noir, ce qui n'est pas un défaut du tout, et ce qui est presque une obligation en Amérique, parce qu'il faut faire la parité, comme on dit, je crois, non ? Oui, mais à l'époque du jouet, ils ont pris Richard Pryor parce que c'était une très grosse vedette. Oui, mais alors là, c'était tellement... Et c'était une erreur énorme. Prendre ton film et dire « Ah tiens, qu'est-ce qui manque ? Ah ben, on va mettre 50% de plus de racisme. » Bonne idée. Ça marche, oui. Non, le film a été détruit par la critique, il n'a pas très bien marché. Alors que c'était deux énormes... Si, ça n'a pas trop mal marché parce que c'était deux énormes stars. Jackie Gleason et Richard Pryor. Ouais, mais Jackie Gleason n'a jamais été véritablement une énorme star de cinéma. Sauf dans L'Arnaqueur. Oui, mais il n'est pas lead, c'est Paul Newman le lead. Il fait Minnesota Fat et c'est son plus grand rôle. Mais à part ça, il a eu du mal à percer à part les Honeymooners. C'était un des héros de Richard Pryor. C'est pas lui qui jouait aussi avec... Cours après moi, shérif, avec Burt Reynolds. Voilà, c'est ça, oui. C'est ça, mais il était toujours en second rôle, tu vois. Et les gens ont reproché dans la presse américaine qu'il aurait pu être le grand-père du petit, ce qui est un peu le cas de Bouquet aussi. Oui, c'est vrai, mais il arrive que des gens âgés épousent une trophy girl. Exactement. En plus, le petit Fabrice Greco, qui est formidable dans le rôle de l'enfant dans le film, tu as eu de la chance de tomber sur lui. C'est drôle parce qu'il a plus jamais fait de film. C'est comme l'enfant de The Shining, Danny Lloyd. Alors, je vais te dire un truc que je crois pas avoir déjà dit. Je t'aime. Que quand j'ai eu besoin d'avoir un enfant ou un jeune homme dans les compères, je me suis immédiatement tourné vers Fabrice Greco.
Et je l'ai convoqué. Il est arrivé dans mon bureau, il faisait 1m90. Waouh, ah ouais, effectivement, ouais. Plus grand que Depardieu. Et beaucoup plus grand que les deux. Ta dernière collaboration avec Pierre Richard, pour finir sur Pierre Richard, c'est en 86 avec Les Fugitifs, que tu referais en remake après aux USA, un des bons remakes de tes films. Vous avez eu, comme on dit en anglais, un fallout, vous vous êtes brouillé, ou c'est simplement, comme tu dis souvent, il ne faut pas vieillir avec ses acteurs? Non, c'est pire que ça, parce que lui a dit, quand Francis est parti, je me suis retrouvé orphelin. Ah ouais, effectivement. Parce que c'est vrai qu'on avait fait une série ensemble, Le Jouet, La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs. Ouais. Et puis brusquement, il s'est retrouvé sans avoir cette entente qu'on avait. Et c'est lui, comme si De Niro perd son Scorsese tout d'un coup. Ouais. Mais il l'a perdu 2 fois. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Scorsese. Il a perdu 2 fois sur Scorsese. Une fois dans le métro. Ouais. Une fois dans le métro. C'est vrai que tu as des acteurs qui peuvent être orphelins d'un auteur et vice-versa, tu vois. Ouais. Si Pagnol n'avait pas eu Rému, il n'aurait pas fait Marius, tu me fanes le cœur, etc. Il aurait eu quelqu'un d'autre. Comment vous appelez-vous? Perrin. François Perrin. François Perrin, c'est le nom de Pierre Richard dans le film. C'est avant Pignon. Enfin, Pignon, c'était dans L'Emmerdeur, donc Pignon, c'était avant. Pignon. C'est moi, Pignon. C'est drôle parce que tu as fait des allers-retours entre Perrin et Pignon. Pas très souvent, une fois avec Brel. Pourquoi vous m'avez pas dit que c'était vous, Pignon? Puis après, ça s'est arrêté jusqu'au moment où j'ai fait Tais-toi d'après un scénario qui avait été écrit une première fois et il s'appelle Quentin de Montargis. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Et non, c'est souvent Pignon et 2 fois, je crois, Perrin. Le Perrin numéro 2. Ce qui est drôle, c'est que Gérard Jugnot, qui est formidable dans Le Jouet, s'appelle Pigné. Pigné. Perrin. Donc ça se rapproche, quand même. C'est vrai. D'ailleurs, il m'a rappelé, parce qu'il a joué une pièce de moi qui s'appelait Cher Trésor. Je me souvenais encore de son rôle dans Le Jouet. C'est drôle, mais il est formidable. Il est tellement en situation, il le joue merveilleusement bien. On le voit apparaître comme tout le splendide dans les films de Bertrand Blier à cette époque. Il est formidable quand il a dit « j'ai les mains moites ». Puis d'abord, j'ai jamais eu les mains moites. J'ai les mains moites, là. Mais ça va pas se passer comme ça. J'ai le bras long, moi. Je vais alerter le syndicat. Ah, mais je vais la voir, j'ai le bras long. Et il y avait Charles Gérard qui disait « Vous emmerde un peu avec son bras long et ses mains moites. » Charles Gérard joue avec un cure-dent dans la bouche comme Ryan Gosling dans Drive. Oui, c'est peut-être pas la même photographie, mais photogénie. Un personnage étonnant, Charles Gérard. C'est notre Gosling à nous, ouais. Ah, les mecs, je suis viré. Il avait 2 défauts. Un qui n'était pas sa faute, c'est qu'il avait un strabisme divergent. Je traduis. Ça me rappelle l'histoire du père à qui on dit « Vous savez que votre fils a un énorme strabisme. » Il répond, puis en plus, il louche. Enfin, là, c'est pareil. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il avait un œil qui partait comme ça. Or, pour faire le point, le pointeur avec le cadre, tu vois, se base sur l'œil de l'acteur. Alors donc, il essayait de cadrer en faisant le point sur un œil de Charles Gérard, mais il y a toute une partie de l'écran qui était floue, il n'arrivait pas à s'y retrouver, tu vois. C'était Minos, en fait. Dans sur la ville. Le borgne. Mais il y a une chose que Charles Gérard ne savait pas écouter, c'est une indication. Parce qu'il venait d'apprendre qu'il était viré par Rambal Cochet, et c'était le patron de ce journal et le milliardaire. Et il devait arriver dans la salle de rédaction détruit. Et moi, je voulais qu'il joue comme ça. Oh les mecs, je suis viré. Tu vois, c'est vrai, c'est ça, c'est tout le désarroi, là. Je suis viré, les gars. Il arrive, il dit, oh les mecs, je suis viré. Attends, j'ai dit, non, Charles, écoute-moi, tu n'arrives pas triomphant, tu arrives triste. Essaye de parler en changeant de voix. Je parle, là. Non, en changeant de voix, je te dis. Je vais parler en plus intelligent comme ça. Mais je te dis de changer de voix, Charlot. Tu comprends pas ou quoi? J'ai changé, là. Tu comprends ça? Ouais. Je suis viré. Et puis il repart. Oh les mecs, je suis viré. Je me tourne vers Marco Picot, qui était à ce moment-là, pendant peu de temps, mon conseiller technique. Et je dis, mais enfin, il comprend pas ou quoi? Il dit, non, il ne comprend pas. Parce que je lui avais dit, tu es misérable. Je lui ai dit, non, il comprend pas. Et il comprenait pas, effectivement, parce que sinon, il aurait fait autrement. Et tu veux que je te dise quelque chose? Oui. Si je parlais pas, ce serait mieux encore. Oui, c'est bien mon avis aussi, Charles. Le louche disait de lui, il a un métier, c'est ami. Alors, Castor, si t'arrives. Oh, il est encore là, celui-là. Oui, c'est curieux. Michel Bouquet, extraordinaire dans le film. C'est notre Laurence Olivier. C'est un très grand acteur. Il a fait un truc extraordinaire. Tous les acteurs du film étaient très gentils avec le petit Gréco, le petit Fabrice. Ouais. Parce qu'il était mignon comme tout, sauf lui, qui arrivait sur le tournage, qui lui disait à peine bonjour, qui le regardait de haut. Tu sais pourquoi? Il m'a dit que si je suis sympathique, il ne pourra pas jouer comme il va jouer maintenant en se rapprochant de Pierre Richard. Extraordinaire. Il faut qu'il me déteste.
J'adore. Oui, il est merveilleux dans le film. Ah ben c'est un personnage fabuleux. En plus, j'ai dîné avec lui il y a assez peu de temps, tu vois, mettons il y a à peu près 1 an, avant Covid. Il se souvient encore du jouet comme d'un de ses films les plus merveilleux, parce que c'est vrai qu'il est merveilleux. Il est extraordinaire dedans. On dirait un homme politique. Il a des allures un peu de Mitterrand ou de ses présidents, tu vois. Et quand il tire la table, alors qu'il y a tout ce banquet, parce qu'il ne veut pas rapprocher son tabouret ou sa chaise, et qu'il décale toutes les assiettes, c'est un truc que faisait Grock avec le piano. Donc il est arrivé, il était installé avec son tabouret un peu loin du piano, et au lieu de rapprocher son tabouret, il essayait de tirer le piano. Je ne le savais pas à l'époque. Ouais. Donc j'ai trouvé mon gag, ensuite on m'a dit, parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu écris, tu crois que c'est original. Oui, tu m'avais dit comme le vétérinaire qui était dans Laurel et Hardy, le vétérinaire détective. Il est très costaud, Rombal Cochet, pour tirer cette table. Faut le faire quand même. Non, c'est une table sur des tréteaux. Ouais. C'est une grande planche sur des tréteaux et ça se tire relativement facilement, tu vois. D'accord. En tout cas, c'est une magnifique scène sans dialogue buñuelienne. File-moi mon pâté. C'est rare tes films qui soient aussi sociaux, qu'ils aient un contrepoint comme ça de satire sociale et de lutte des classes qu'on voit entre Rombal Cochet et ses employés. Non, parce qu'il y a eu 2 milliardaires très connus qui avaient cette autocratie-là. Ils étaient tout puissants et cyniques. Mais il y a des histoires irrésistibles sur Marcel Dassault, par exemple. Mais quand il fait Jour de France, ouais, il convoque tous ces journalistes, parce que ça marche pas mal, ça démarre bien, et il leur dit je suis content de vous. Il ouvre un tiroir et il donne à chaque journaliste un billet, c'était des francs à l'époque, de 500 francs. Et tout le monde était outré, il nous traite comme quoi, tu vois, un pourboire, etc., etc. Mais crois-moi, la semaine d'après, ils sont arrivés un peu gourmands comme ça, ils leur donnent 500 francs. Ils commencent à prendre d'habitude, et un jour, et c'est une histoire vraie, ça m'a été raconté par un type qui s'appelle Friedman, Michel Friedman, et qui était parti ensuite dans un autre journal, et il travaillait à Jour de France. Il les fait venir, et il dit « Je suis content de vous », il parlait comme ça, je le connais parce qu'il m'a fait un procès. « Je suis content de vous ». Et il leur donne un bonbon créma à chacun, tu vois, un bonbon. Les autres sont partis avec leurs bonbons à la main, mais c'est un farceur, ce mec. C'est étonnant, ouais. C'est vrai. C'est comme dans la maison de Getty à Los Angeles, il y avait les téléphones payants, tu sais, il fallait mettre un quarter pour téléphoner. Ah, ça m'étonne pas. On peut en faire des tonnes sur l'avarice des milliardaires. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur Pignet. Mais ces anecdotes de la maison qu'on achète sur place avec Secaldi, qui est fantastique justement, ou des mains moites, de type qui est viré pour les mains moites, c'était Dassault. Vous paierez ces indemnités à monsieur Pignet. Pour quel motif, monsieur le président? Il a les mains moites. Dassault, c'est les mains moites et c'est la barbe. Et l'autre, c'était, dit-on, parce que bon, maintenant, il n'est plus parmi nous, mais c'est arrivé à Bleustein-Blanchet, le patron de Publicis. Madame, monsieur, bonjour. Ça peut être des légendes, mais en tout cas, c'est une histoire effroyable. D'arriver dans une maison en disant bonjour, je m'appelle un tel. Je suis Pierre Rombal Cochet. Je vous prie de m'excuser pour cette intrusion. Mon fils trouve votre maison très belle, je vous l'achète. Non, elle n'est pas à vendre, monsieur. Et tu as la famille avec Secaldi, d'ailleurs. Ils sont extraordinaires. C'est comme de regarder deux grands joueurs de tennis jouer tout d'un coup ensemble. Ah oui, parce que qu'est-ce qu'il joue bien? Il dit, mais elle n'est pas à vendre. Combien vous l'évaluez? Je ne sais pas, je l'ai payé 60 millions il y a 5 ans. Elle devrait valoir maintenant 80 ou 90. Je vous en donne 200. Ah, il commence à se regarder comme ça, c'est un beau jump dans l'achat, tu vois. 2 millions, évidemment, c'est un bon prix. Mais il dit, écoutez, dans ce cas-là, ça mérite réflexion. C'est même un très bon prix. 3. Si vous partez tout de suite. Comment? 3 millions si vous partez tout de suite. T'as ces gens qui sont devant leur salade, devant je sais pas quoi, s'ils mangeaient, etc. Et ils se regardent. Les enfants regardent leur père, etc. Il dit, mais enfin, on peut quand même finir de déjeuner, tu vois. Partez tout de suite. C'est à prendre ou à laisser, et il vous reste 30 secondes. Il se lève, il laisse la salade sur la table, etc. Ils s'en vont. Bon, eh bien, on va se préparer. Si c'est une histoire vraie, c'est impitoyable. Ce qui est très bien fait, c'est quand Secaldi se met à chuchoter avec toute sa famille.
Et qu'il y a le fils qui essaye de s'en mêler. Il dit tais-toi. Il lui dit en chuchotant. Il le fait taire en chuchotant. C'est formidable. C'est des grands acteurs. Et il ne connaissait pas les propriétaires. Non. C'est drôle parce que Pierre Richard se reconnaît dans le personnage de l'enfant, lui qui est le petit blond dans un grand parc. Il se reconnaît dans ce personnage de l'enfant qui m'a fait penser aussi à un personnage de bande dessinée américaine qui s'appelle Richie Rich. Il l'avait fait aux États-Unis avec Macaulay Culkin. Et c'est aussi Damien dans La Malédiction. Il y a une tradition d'enfants comme ça, riche. Ouais, c'est vrai. Et c'est drôle parce que tu sais, quand il a appelé son premier tome de mémoire, le petit blond dans un grand parc, ouais. Et le problème du grand blond avec une chaussure noire, c'est que les gens ne retenaient pas le titre. Moi, je trouvais que c'était drôle comme titre. Je m'étais trompé. Et Yves Robert aussi, parce qu'il y avait des gens qui disaient le grand pied noir avec une petite blonde. Ils ne savaient pas très bien. Quel était le titre, tu vois. De plus en plus approximatif, c'est drôle. Ouais. Oui, et puis ça n'a pas handicapé le film, heureusement, tu vois. Je voudrais parler d'un autre MVP, Most Valuable Player, comme on dit en anglais dans le monde du sport, qui est Vlad l'Empaleur, Vladimir Cosma, qui t'a fait une extraordinaire musique. Oui, c'est une musique très chaplinesque. Ouais, c'est souvent d'ailleurs l'Europe de l'Est ou les clowns, à la manière d'un Mancini français, il arrive quand même à scorer la comédie, ce qui est très difficile à faire. C'est les derniers mélodistes parmi les musiciens, tu sais, parce que c'est très difficile de trouver une mélodie pour un film. Ouais. Maintenant, la plupart des gens, c'est plus des harmonies, je sais pas comment ça s'appelle, parce que je suis pas très musicien. Étant dialoguiste, j'avais l'impression qu'il empêchait les gens d'écouter mon dialogue avec leur musique. C'est drôle, mais c'est vrai que c'est une bagarre tout d'un coup. Hein. C'est pour ça, surtout dans la comédie. Dans la comédie. Et je me rappelle qu'il y a une chose drôle, c'est que la mère de Gérard Houry, qui était une merveilleuse maman juive, tu vois. Elle adorait son fils. Et puis, il l'a invité à une projection privée d'un de ses films. Et elle était tellement contente d'entendre le dialogue de son fils que quand les gens riaient, elle faisait « chut ». C'est lui qui l'a écrit. C'est mon fils. C'est beau. Ouais. C'est touchant. Je ne sais pas s'il l'a réinvité. Quoi, il n'y a pas à le cacher, c'est toi. Il n'y a pas à le crier non plus. Mais tu as arrêté de travailler avec Cosma à un moment où vous avez eu aussi justement une espèce de brouille ou quelque chose s'est passé? C'est pas une brouille, c'est-à-dire qu'il était devenu très successful, comme on dit, tu vois, très riche. Ouais. Et plus tu es riche, moins tu travailles. En plus, je sais plus qui disait que la forme des pyramides montre qu'en avançant leur travail, les Égyptiens deviennent de plus en plus paresseux. Enfin, toujours il lui que sa pyramide, c'était la musique, et à un moment donné, je devais demander une chose, il l'a pas faite, et j'étais furieux, et j'ai dit, bon, écoute, je vais prendre quelqu'un d'autre, et j'ai pris d'autres musiciens, et d'une certaine manière, je ne peux pas dire que je l'ai regretté, parce que lui travaillait de moins en moins, tu vois. Ouais. Parce qu'il avait commencé à faire ses concerts en province. Oui, il a fait beaucoup de concerts avec des orchestres philharmoniques à travers le monde, d'ailleurs, j'ai vu en Europe et partout. C'est-à-dire qu'il a une très belle réussite. À la manière d'un Ennio Morricone aussi. Oui, et sans avoir à continuer à inventer. Là, il reprend ce qu'il a fait, ce qui est une façon de rentabiliser et intelligente, parce que... Bien sûr, c'est les tournées, ce qu'on appelle les Nostalgia Tours en Amérique. Il a eu des idées musicales extraordinaires. Par exemple, dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, c'est un film sur l'espionnage. Et il arrive avec Zamfir et sa flûte, tu sais. Ouais. Je pense, c'est pas une flûte de Pan, je sais pas comment ça s'appelle. Si, c'est une flûte de Pan et c'est aussi fort que la cithare dans Le Troisième Homme. C'est fantastique. Ouais. Et cette musique étrange. Et ça renforce le film. Absolument. Je voudrais parler un peu de Jacques François, qui est très bon, je trouve, dans le film. Ah, j'adore ce type, ouais. Il est drôle, j'ai vu des photos de lui jeune, il a des très beaux cheveux, c'était un jeune premier. Il part pour Hollywood, et il y a un gros film, et c'est finalement Louis Jourdan qui est choisi. Et il repart pour la France. Il était meilleur acteur que Louis Jourdan. Hein. Ouais, il doublait Grégory Peck, et il a été capitaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand je sais que Robert Dalban doublait Gary Cooper, je me dis effectivement que pas parce que tu ressembles pas à l'homme que tu doubles que tu le doubles mal. Hein. Dépêchez-vous, il vous attend. Enfin, toujours est-il que pour ce qui est de Jacques François, il était drôle, sympathique. Il disait en parlant de lui-même, maintenant je suis hors d'âge, comme le Calvados, tu vois. C'est bon. Certains Calvados, certaines grandes liqueurs, hors d'âge. Il était allé, je me rappelle, à Boston,
Et il a eu une critique du jouet à Boston. Et elle était tellement bonne qu'il me l'a envoyé à Paris, ce qui était très gentil. Hein. Ah, c'est sympathique, ouais. Il y a quelque chose qui fait rêver les enfants toujours, c'est les jouets, bien sûr. Comme dans Big avec Tom Hanks. L'intérieur de la Samaritaine, tu l'as tourné où? Ah, ça, on l'a fait en studio, sans doute. D'accord, avec Michel Aumont qui est exceptionnel. Comme d'habitude, quand tu as l'enfant qui dit « je veux ça », il se tourne vers son entourage, il y a tout le personnel, le grand personnel du magasin qui est là, et il dit « mais on ne peut pas te le donner, mon chéri. » Pourquoi? Parce que l'enfant est impitoyable. Ah, bien parce que c'est un monsieur, on ne peut pas te donner un monsieur. Je veux ça. Et tout à coup, il y a une espèce de note d'hystérie dans la voix de l'enfant. Il dit oui, t'inquiète pas, mon chéri, t'inquiète pas. Oui, oh, mais ne t'énerve pas, mon chéri. Tout va s'arranger. Ne t'énerve pas. Et là, tu as l'histoire qui démarre. Dites-vous que c'est un jeu. C'est pas dramatique. Le pic du truc, c'est quand l'enfant dit « je veux qu'on me fasse un paquet ». Bien sûr, non, c'est magnifiquement écrit. Et joué, quand il y a le flottement dans les yeux de Aumont, c'est extraordinaire. Parce que j'ai vu les scènes du remake. Tu sais qui joue le rôle de Aumont dans le remake? Non. Je vais te donner un indice. Squeal like a pig, boy. C'est Ned Beatty dans Délivrance. Non, mais il est beaucoup moins bon. C'est un grand acteur aussi, mais il est sur le mode, comme il a tourné avec Richard Donner dans Superman, où il faisait l'adjoint de Lex Luthor, il est plus en mode bouffonnant aussi, et il est infiniment moins subtil que Michel Aumont. Et Richard Pryor fait n'importe quoi. Il est dans une espèce de roue en attendant l'enfant. Alors toi, tu l'as fait vaguement remettre le casque de mannequin. Richard Pryor a tout un numéro d'improvisation avec une roue qui se dégonfle et il est tout d'un coup prisonnier d'une roue et ça dure des heures, c'est insupportable. En tout cas, moi je l'ai rencontré au studio un jour et c'est après le tournage du jouet et il m'a dit « We fucked your film ». Voilà, on a baisé ton film. Le tien a eu un accueil mitigé aussi, si je ne m'abuse. Très mitigé. De la part du public et de la critique, non? Non, c'est-à-dire que c'était pour le public un truc bizarre de mettre Pierre Richard dans un... Le distrait tout d'un coup dans un film qui est plus proche de pain et chocolat presque. Enfin, en tout cas, où il y avait plus de bases sociales, etc. Ouais. etc. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser aussi à Bienvenue Mister Chance ou à Boudu sauver des eaux ou Théorème où tu as un élément extérieur étranger qui arrive dans une famille et qui la bouleverse. C'est très flatteur parce que c'est des grands films, tu vois. Il y a aussi en France un truc, c'est très difficile de sortir d'une étiquette pour passer dans une autre. J'étais un scénariste, mais un scénariste qui marchait bien, tu vois, ça roulait très bien pour moi. Hein. Ouais. Et tout à coup, j'ai essayé de faire la mise en scène. Et là, ils me sont tombés dessus en disant, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est seulement après, quand j'ai commencé à m'installer un peu dans la mise en scène, qu'ils ont perdu un peu de leur cruauté, tu vois. Ouais. C'est produit par Ray Stark, le joujou. Voilà encore une histoire que je n'ai racontée nulle part. Vas-y. En arrivant en Amérique, je me dis, ils sont en train de travailler au scénario du jouet, je vais appeler Ray Stark. J'appelle, je tombe sur une secrétaire, je lui dis, voilà, c'est Francis Weber, j'ai écrit l'original, et si vos scénaristes ont besoin d'un petit coup de main, moi je le ferai volontiers, il n'y a pas de problème. Elle dit, Monsieur Stark va vous rappeler. Il m'a jamais rappelé. Ils s'en foutaient, tu vois. Ouais, ça montre ta place sur la chaîne alimentaire. Hollywoodienne, c'est bien. Mais Richard Pryor s'entend très très bien avec Jackie Gleason. C'était son héros à la télévision dans les Honeymooners. Ouais. Il disait « To the moon, Alice !» Il menaçait d'envoyer sa femme d'un coup de poing dans la lune. C'était une autre époque quand même. Ouais. Et Richard Pryor dit que les anecdotes que Gleason raconte entre les prises sont beaucoup plus drôles que le film qu'ils sont en train de tourner. C'est sympa pour moi, mais c'est pas faux. Et toi, tu as déclaré que c'était une très bonne idée d'avoir pris un noir et de prendre Richard Pryor parce que ça rajoutait quelque chose en plus, donc un peu faux cul. Moi, Richard Pryor, pour moi, était un gigantesque, un fantastique comique. Tu vois. Surtout stand-up comedian, parce qu'à part dans Blue Collar ou certains films, il a eu du mal quand même à transitionner avec le grand écran. Il a fait un Superman aussi, comme Ned Beatty, où il fait curieusement le méchant. Je le connaissais pour ce pourquoi il était connu. Ouais, pour le stand-up, mais puisqu'on est dans Superman et les super-héros, il est habillé à un moment dans le film comme Spider-Man et le jouet est le premier film Marvel officiellement avec tous ces super-héros dans la chambre du petit. Grâce à vous, ton frère et toi, c'est-à-dire que vous étiez déjà précurseur fasciné par Marvel. Strange, ouais. Et moi qui est Strange, c'est ça, et moi qui voulais
faire un décor, et c'est très difficile de faire un décor dans une immense pièce. Oui, la chambre de l'enfant qui est tournée à l'hôtel Intercontinental. Bravo. Ouais. C'est ça, et là, le décorateur se battait les flancs, parce que c'est pas avec des jouets d'enfants que tu peux faire un décor. Tout à coup, il a agrandi les super-héros. Mais qui a eu cette idée, en dehors du fait que tu aies parlé des super-héros, que tu lui aies parlé des super-héros, c'est lui qui a eu l'idée de les agrandir comme ça tout d'un coup et de les mettre dans la pièce? Il est obligé, pas à cause de la taille de la pièce. Ouais. Mais c'est formidable, ça donne un background formidable à l'image. Eh oui. Ouais. Ça te fait quasiment ta mise en scène. C'est drôle, tu parlais du rapport de Michel Bouquet à l'enfant. Jackie Gleason essaye d'improviser pendant toutes les prises. Personne ne suit le scénario. Et il est furieux parce que l'enfant n'arrive pas à le suivre dans l'impro et il lui crie dessus. Et il y a une scène, pour te montrer la différence entre le film français et le film américain, où ils arrivent. Richard Pryor arrive chez la nounou de l'enfant, qui est cette femme qui essaye de lui faire finir son déjeuner dans ton film, qui est très bien joué, qui est très sobre. Le cadeau de Monsieur Eric vient d'arriver. Finissez votre viande, Monsieur Eric. Monsieur Eric! Et là, c'est une grosse dame allemande qui est en train de regarder Hitler à la télé et qui se retourne vers Richard Pryor en disant « I know nothing ». Oh, Eric! Comme si elle avait été surprise. On est carrément dans les producteurs tout d'un coup. Au moins bien. Ouais, c'est n'importe quoi, je veux dire. Moi j'aime pas les films où tout le monde apporte sa galette, tu vois. J'aime pas ça. Je suis d'accord avec toi. Et l'enfant s'appelle Bates. Je sais pas si c'est un hommage à Norman Bates. Pas flatteur pour l'enfant. Il est beaucoup moins bien que Fabrice Greco d'ailleurs. Pierre Richard a un look très moderne au début du film avec la barbe. On dirait un podcaster ou une rockstar. Il est vraiment intéressant en costume et avec la barbe. Sans même à Bruce Dern. Oui, bien, je trouve que c'est un acteur dont j'ai énormément apprécié et le talent et la gentillesse, tu vois. Ça amène quelque chose en plus que sa barbe soit la sienne et non pas un postiche comme c'est le cas dans certains films pour des raisons de continuité ou de raccord, tu sais. Vous y tenez beaucoup à cette barbe. Ce que j'ai pu lui reprocher ensuite, c'est qu'il l'a gardée. Alors qu'il était quand même un des visages les plus connus de France, tout à coup il a commencé à le cacher derrière une barbe. Débarrassez-vous de ça rapidement et revenez me voir. Peut-être bon journaliste et porter la barbe. Ah ouais, mais c'est moderne aussi quand tu vois ce que font les acteurs. Pas à l'époque. Pas à l'époque, mais peut-être justement il était en avance sur son temps. Maintenant oui, tu vois. Ouais. Il y a un remake qui se prépare ces jours-ci. Tu as vu ce nouveau jouet avec Jamel Debbouze et Auteuil? Bien sûr. Mais en tout cas, il y a une chose, c'est un film qui aura été fait 3 fois. Ouais. Mais ils m'ont demandé de lire le scénario et j'ai refusé parce que ça sert à rien. Si ça me plaît pas, ça m'attriste. Si ça me plaît, je suis jaloux. Alors pourquoi faire? Suzy Dyson joue le rôle de la femme trophée de Rambal Cochet. C'est pas pour toi, mon pote. T'énerve pas. C'est sa fille? Sa femme. Ouais. Elle est bien d'ailleurs. Vous cherchez quelque chose? Elle est très bien, oui. C'est un mannequin. Attends, je vais m'enlever le chat que j'ai dans la gorge. Vas-y. J'adore les animaux, mais... Ouais. Voilà. Non, ça s'aggrave. Non, c'est pas un chat, c'était un tigre aux dents de sabre. Un tigre machérode. Ploumenec va vous servir d'assistant. Il a démarré dans le métier comme ça. Alors Marco Pico, il me fallait absolument un conseiller technique parce que l'histoire du film s'est passée de la manière suivante. J'écris le jouet qui était un vieux rêve et je le donne à Claude Berry. Et Claude Berry le lit et je lui dis maintenant il faut trouver un metteur en scène. Et il me répond pourquoi tu le fais pas toi-même. Et j'avais jamais fait de mise en scène. Et je dis je saurais pas m'y prendre, qu'est-ce que je fasse moi, je sais pas. Et il m'a dit engage un conseiller technique. J'avais demandé un balai. C'est pourtant pas difficile un balai. Arrêtez ce bruit vous. Et on a fait venir Marco Pico. C'est toi qui était un farouche barbudo, tu sais, il avait une barbe noire comme ça. Et il a cru que je faisais ce que font les acteurs qui ont soi-disant la signature d'un film et qui prennent un conseiller technique qui fait le film à leur place pendant qu'ils jouent la comédie, tu vois, ouais. Dans le film. Et il a commencé à faire le film à ma place. Alors moi, je voulais apprendre. Et je lui ai dit, mais non, laisse-moi essayer de diriger. Il dit, d'accord, vas-y. Alors il y a un truc qui est très grave, c'est que quand tu écris un film, tu es sur 2 dimensions. Quand tu mets en scène un film, tu es sur 3 dimensions. Il y a 1000 axes possibles, disait Claude Sauté. Tu peux placer ta caméra ici, là. Et j'étais complètement... Mais il y a un seul bon endroit où la mettre, disait Billy Wilder. Où ça? Me dis pas, c'est grossier, je suis sûr. Dans ton cul. Enfin, toujours est-il, il s'est foutu de ma gueule, et alors je lui ai dit, bon, mais tu t'en vas. Et j'ai demandé au cadreur, qui s'appelait Patrice Viers,
Je lui dis, est-ce que tu peux m'aider à faire la réalisation? Parce qu'il y a des moments où je nage. Il était chiant, tu vois. Il me dit, c'est une espèce de colosse à la voix éraillée et un peu miné par peut-être trop de rouquins. Du gros qui tâche. Du gros qui tâche. Enfin, toujours est-il qu'il n'était pas antipathique du tout, mais simplement il était râleur, tu vois. Mais il m'a aidé. Et vaille que vaille, on a fini le film, mais j'ai commencé à comprendre petit à petit, tu vois. Il y a une chose que j'ai comprise d'ailleurs qui est toute simple. Si tu veux que le film ait du rythme, fais courir tes acteurs, ne les fais pas marcher. Ouais. Un acteur qui marche pour aller par exemple de son fauteuil à son divan, s'il marche à un rythme normal, c'est interminable. Et là, pareil pour le dialogue, le faire dire vite, non? Non, là c'est un peu dangereux parce que comme souvent à la télé par exemple, pour que ça soit plus court pour les pubs, ils accélèrent le truc, ils passent à plus d'images secondes ou moins d'images secondes et à ce moment-là tu as les gens qui parlent comme ça, disent voilà. Tu comprends ce que je veux dire? On devrait faire tout le podcast comme ça, ouais. Oui. Combien tu as fait de prises pour la scène où tu jettes Suzy Dyson dans la fontaine de la propriété? Pas moi qui ai fait les prises, c'était Étienne Becker qui bégayait un peu. Et alors, il était là, et puis comme il fallait entièrement refaire toute la tenue de Suzy Dyson. Bien sûr, c'est pour ça que je te demande. On se disait, une prise suffit. Oui. Pierre Richard la pousse dans cette espèce de bassin, et tout à coup on entend merde. C'était Étienne Becker qui dit j'ai pas noté. J'ai pas noté. Et il n'avait pas suivi. Il fait qu'on a été obligé de refaire la scène. C'est étonnant. La séquence de la garden party, les mariachis annoncent un peu la chèvre. Tu avais déjà des rêves de Mexique. C'est-à-dire que j'avais fait le repérage du Magnifique pour Belmondo, là. J'ai été fasciné par la joie qu'il y avait dans la musique de mariachi. Est-ce que tu sais qu'ils ont mélangé tous les instruments parce qu'on leur interdisait de faire de la musique? Ils ont commencé à sortir la trompette dans les trucs, là, tu vois. Et la trompette, c'est éclatant là-dedans. Ouais. Non, c'est ça donne une superbe ambiance. Et à côté, justement, la partie de Peter Sellers. Il y a une chose que je peux dire, en revanche, qui est vraie, c'est qu'on a tourné le film dans la maison d'un type qui s'appelait Paul... non, c'est pas Bill Murray, mais enfin, il s'appelait Murray, tu vois. C'était une réplique de la Maison Blanche en plus petit. Oui, c'est vrai, on le voit d'ailleurs, ouais. Ouais. Riffard fait un des jardiniers, il est formidable. Ouais, ça, c'est une histoire qui m'est arrivée avec mon producteur qui s'appelait Robert Hamon. Ouais. Un très bon producteur, un homme charmant, mais qui était un peu démago comme ça. Bonjour, mon petit Paul. La santé est bonne? Il voulait faire semblant de connaître tous les techniciens, tu vois. Alors il arrivait, il disait « Ah, comment ça va, mon petit Lucien ?» Monsieur, ce n'est pas Paul, moi, je suis Lucien. C'est moi, Paul, monsieur. Ah, oui, bien sûr. Et le petit garçon à l'appendicite. Ah non, moi, c'est pas Lucien, monsieur, c'est Victor, dit l'autre, tu vois. C'est drôle. Il se plantait à chaque technicien. Alors, mon petit Paul, comment va la grande fille? Son angine, ça s'arrange? C'est un garçon, moi, monsieur, c'est Lucien qui a une fille. Ce qui fait que quand je suis arrivé avec Rambal Cochet qui voulait être démago avec ses jardiniers, c'est pareil. Mais c'était les Orions, monsieur. Ouais, c'est drôle. C'est Tom Cruise qui arrive dans une pièce et il se fait briefer avant et il connaît toute la vie de toutes les personnes à qui il va parler dans les 20 prochaines minutes. C'est très américain, c'est très fort. Ouais. Pour faire un trivia rapide, je reviens à Rému. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Écoute, alors, enfin, c'est inouï, je mue en ce moment. Rému. Je reviens à Rému, lui aussi. Et il avait un entourage, un petit bonhomme qui s'appelait Mopi. Qui était un acteur, tu vois. Ouais. Et il s'en servait comme à tout faire, vraiment à tout faire. Et ils devaient aller ensemble dans le midi. Ils étaient installés au Fouquet's, le bar le Fouquet's, tu vois, ouais. À la terrasse, avec Mopi qui était tout petit à côté de Rému. Et il y a des copains de Rému qui passent sur le trottoir d'en face et qui disent « Un petit garçon, viens. Noir. Tu vas aller demander un autographe. » Petit monsieur qui est avec Rému, là. Monsieur là-bas, qui a une chemise bariolée avec un bandeau. Tu vois, le petit monsieur. Tu dis « Je vais avoir un autographe, monsieur Mopi. » Alors le gosse, il va, il donne un papier, un crayon au gosse qui donne dans le papier à Mopi. Un autographe. Je peux avoir un autographe, monsieur Mopi?
Qui, moi? Imagine la tête de Rému, la star. Tu vas garder ça comme ça, tu vois. Tiens, mon petit. Champagne! Et puis, le petit garçon part avec son autographe et Rému dit à Maupi, alors on va passer par Valence, on va manger peut-être à Valence, c'est un 3 étoiles, puis je vous emmerde, monsieur l'autographe. Il y a un truc qui est très moderne, c'est ce qu'on appelle en Amérique le cringe comedy. C'est cette comédie de l'inconfort qu'on voit dans The Office ou dans Curb Your Enthusiasm. C'est le monsieur que le petit a acheté cet après-midi. Et il y a ça quand Blenach se déshabille. Le naturisme est de plus en plus à la mode, monsieur le président. C'est un club assez original. Déshabillez-vous. On ne sait pas justement si on doit rire ou pleurer. C'est ce côté comédie italienne dont je te parlais qui est très fort, je trouve. Déshabillez-vous. Non, c'est atroce. Vous allez faire le tour de la salle de rédaction tout nu, nous allons pouvoir juger de l'effet comique. Parce qu'il y a une réplique, alors, moi je la trouve très cruelle. C'est quand Rambalcochet, Michel Bouquet, dit à Blenach, qui commence à retirer son pantalon. Mais qu'est-ce que vous faites, Blenach? Il dit, je me déshabille, président. Dites-moi qui est le monstre de nous deux. Moi qui vous demande d'ôter votre pantalon, vous qui acceptez de montrer votre derrière. Et ça raconte tout le film. Tout le film est dit là, effectivement. C'est un monsieur. T'as d'abord Aumont qui te vend ton postulat. On ne peut pas te donner un monsieur. Et ensuite, tu as le payoff avec Bouquet, c'est extraordinaire. Il y a une poupée de Pierre Richard qui est absolument terrifiante. Ça m'a fait penser à Chucky ou Annabelle, tu sais, quand tu offres cette poupée à l'enfant. C'est dommage que tu n'aies pas fait un spin-off de film d'horreur où la poupée est possédée. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Quelle horreur. À la fin du film, il y a une dynamique de comédie romantique où tu as tout d'un coup le prétendant qui est séparé de la femme et on se demande est-ce qu'il va arriver dans l'aéroport à la retrouver. Et c'est la même dynamique que j'ai trouvée. Avec c'est une dynamique beaucoup plus déchirante parce que tu as d'un côté le vrai père. Eric s'est sauvé. Et de l'autre, Pierre Richard qui a compris. Parce qu'il y a un dialogue avec Bouquet qui lui dit mais il n'est rien au petit. Tu vas être malheureux avec lui, etc. Pense à tout ce que tu perdrais avec lui. Et Pierre Richard qui a compris qu'effectivement, il ne pouvait pas prendre cet enfant en charge, s'en va. Et tout à coup, le gosse s'échappe de la voiture de Bouquet, se précipite vers Pierre Richard et lui saute dans les bras. Pierre Richard qui se tourne vers Bouquet et qui fait « Qu'est-ce que je peux faire ?» Bien sûr, c'est une très jolie fin puisqu'il s'est choisi un autre père, mais qu'est-ce qui se passe après ? C'est-à-dire qu'il devient polytechnicien parce qu'il travaille bien. Non, mais je veux dire, l'enfant s'émancipe. L'enfant s'émancipe et va vivre avec Pierre Richard et sa compagne. Je n'en sais rien. Je me rappelle une question qu'on m'avait posée dans un Q&A sur le dîner de cons. En Q&A, c'est questions-réponses. J'étais dans un cinéma de Denver où je faisais le tour de l'Amérique avec le film. Et tout à coup, il y a un type qui lève la main et qui me dit, en anglais... Excusez-moi, mais il y a une scène qui m'a gêné dans le film. Quand la femme de l'éditeur a un accident, qui est devenu l'autre conducteur de la voiture. Et je crois qu'il se fout de moi. Et je fais ce que je viens de te dire. Je dis, voilà, c'est qu'elle n'avait pas la sécurité sociale, elle avait 7 enfants, donc elle est extrêmement malheureuse en soi. I'm serious, sir, je suis sérieux. What happened to the other driver? Je lui dis, oh merde, je suis tombé sur Charles Manson, je suis tombé sur un tueur. Et je dis, I don't know, et je suis sorti par une sortie derrière, je ne suis pas sorti par la sortie principale. Il m'avait foutu la trouille, écoute. Ça te prouve les questions étranges qu'on peut te poser dans les Q&A, comme ta question à toi, Pierre Richard, avec l'enfant, tu vois. Ça m'intéresse. En tout cas, en cette fin d'émission, rassure-toi, je ne me choisirai pas d'autre père, je garde le mien, il est très bien. Ah, mais merci. Si tu en veux un autre, tu t'en vendras, hein, oui. Famille, je vous aime. Merci papa pour ce voyage au pays des merveilles de ta filmographie. On se retrouve bientôt pour une surprise. Encore un des fleurons de ta filmographie, peut-être derrière la porte verte. Heureusement, je suis resté devant, moi. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts, plus une bonne critique sur iTunes. Et maintenant, tu n'y couperas pas. D'abord ton nom et ensuite ta catchphrase, ta phrase signature. C'est à toi. Je m'appelle Francis Weber. Et je ne regrette pas de ne pas avoir mis de préservatif. Au nom du Père, du Fils et du mot d'esprit, tu me feras un pater et 3 navets. Pour les navets, tu peux compter sur moi, oui. Jean Weber pour Ciné Families et Abracadapod, signing off.